ça, c'est une sacrée bonne question. L'impact environnemental de l'IA, en tout cas des modèles, des grands modèles d'IA et de l'IA générative, c'est un truc que personne ne sait faire. Les seules données qu'on a, c'est des données qui sont propriétaires de grosses boîtes américaines qui sont pas revues par des tiers, bref, ils ouvrent pas du tout. Et on le sait bien parce qu'on a essayé de toutes les contacter, y compris des grosses boîtes françaises d'IA, pour voir ce qu'il y avait dans leur modèle et comment on pouvait faire une évaluation environnementale. Et aujourd'hui, la réponse, c'est qu'il n'y a personne qui a des données clean et un tout petit peu récentes sur le sujet. Donc on n'a que de l'information par la bande. Et l'information par la bande, c'est toutes les grosses boîtes d'IA sortent de leurs engagements climatiques et sont en train de racheter des tranches nucléaires pour brancher les data centers sur les tranches nucléaires. Donc c'est le type d'information qu'on a par la bande. En gros, on n'a pas beaucoup d'informations, mais on sait que c'est un impact gigantesque. Mais aujourd'hui, l'état sur l'IA, c'est effectivement qu'on sait qu'il y a un impact environnemental majeur, mais que toutes les données sont confidentielles. Aujourd'hui, les gros acteurs des data centers en France nous disent qu'ils font assez peu tourner de l'IA sur leurs data centers. Ça commence à arriver, mais en tout cas, toutes les phases d'entraînement, elles sont faites aux États-Unis et les phases d'inférence partiellement en France. Donc, on n'a pas, à ma connaissance, de données hyper récentes sur le sujet. On a juste des informations sur les investissements qui vont être réalisés pour des data centers en France. Et effectivement, là, on voit qu'on est sur du gigantisme. C'est-à-dire que euh, d'après l'AIE, le nombre de data centers devrait doubler entre maintenant et 2026. C'est-à-dire tout ce qui a été construit jusque-là, ça devrait être x2 d'ici 2 ans. Et ben en France, c'est un peu la même chose. Il y a des très 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 gros projets de data center. Et quand on parle de très gros projets, on parle de trucs qui commencent à ressembler à peu près à la consommation d'une tranche nucléaire. L'effet de chaleur urbain, dans les villes où en fait c'est très minéral, il y a un effet de chaleur urbain, c'est-à-dire que la chaleur emmagasinée la journée ressort le soir. Donc en fait, les gens ne peuvent pas dormir, se reposer. Donc ça pose un problème de santé publique en cas de canicule. Si on est data center qui rejette de la chaleur en plus des serveurs qui chauffent, on a une aggravation de ce problème de santé publique. Donc là, je tire un portrait très négatif parce qu'il y a quand même beaucoup de sujets liés à cette concentration locale potentielle de data center qui sont à ne pas minimiser. Dans beaucoup de data centers, le matériel, les serveurs sont changés tous les 2 ans. Donc il y a aussi un impact sur la fabrication. Aujourd'hui, de plus en plus, alors que pendant longtemps, les data centers se glissaient dans des bâtiments existants en les transformant un peu, ils veulent tous construire un data center en propre, c'est-à-dire tout neuf. Donc ils démolissent, reconstruisent. Ou, voire même s'étendre sur des terres agricoles. Donc là aussi, on a une question qui est comment être plus vertueux sur la question de l'architecture, de la construction du bâtiment. Comment continuer à faire ce qu'ils ont su faire pendant très longtemps, ce qui est de transformer des bâtiments existants. Donc là, il y a plein d'axes possibles d'amélioration. Et donc c'est un logiciel qui a pour but de remonter le plus facilement possible des données concernant la consommation d'énergie des serveurs, ou des ordinateurs d'ailleurs. Donc voilà, l'idée c'est de faciliter la remontée de la donnée concernant la consommation d'énergie des machines. Ce qui est une toute petite partie de la question de l'empreinte environnementale, on le sait bien, mais ce qui est une des données nécessaires quand on veut faire de l'évaluation en fonction du contexte. C'est vraiment un outil dans une boîte à outils et ça a une portée limitée finalement. Et donc bien sûr, tu peux avoir des entreprises qui annoncent en grande pompe qu'elles font des efforts sur la mesure de consommation d'énergie et la réduction, quand il n'y a aucune réflexion par exemple sur la durée de vie des équipements, quand il n'y a aucune réflexion sur le business model de la boîte, voilà, mais à commencer par GitHub. Honnêtement, je trouve ça très chouette que GitHub nous donne un peu de visibilité. Mais GitHub, c'est Microsoft, et Microsoft, ils ont annoncé vouloir construire 100 data centers par an. Enfin, c'est des énormes infrastructures qui grossissent et grossissent et grossissent. Donc, on peut clairement questionner aussi la démarche, qui est de mettre en avant des outils d'optimisation, alors qu'en fait, d'un point de vue macro, les impacts explosent et ton activité y contribue beaucoup. On a seulement 16% des collectivités territoriales qui devraient ouvrir leurs données, celles qui ont plus de 3500 habitants, qui les ouvrent effectivement. Donc on a encore beaucoup de travail à faire en termes d'acculturation et de mouvements massifs, mais le sujet va être effectivement d'aller lever ces freins, ces biais et puis peut-être ces fausses idées reçues sur l'ouverture de données. Est-ce que effectivement c'est risqué? Est-ce que ça vient lutter contre par exemple les données personnelles? Est-ce qu'il y a des choses privées qui vont être diffusées? C'est quoi leur réutilisation? Est-ce que ça prend du temps? Est-ce que ça coûte de l'argent?
d'argent, quel investissement ça nécessite. Et donc, les structures comme Open Data France et des événements comme Numérique en commun, par exemple, on vise à un petit peu sensibiliser, lever ces freins sur la bonne utilisation de la donnée, de son intérêt pour l'intérêt général. L'IA générative, elle est là, donc c'est pas la peine de se mettre la tête dans le sable. Elle est là, elle est utilisée, elle va être de plus en plus utilisée. Donc l'école, elle est là pour éduquer justement à la bonne utilisation de ces outils. Maintenant, il y a des questions justement de données personnelles, de RGPD qui se posent. Nous, c'est un peu ça la ligne rouge. Donc, on encourage l'utilisation de ces IA, notamment pour exercer l'esprit critique des élèves face à ces instruments, pour savoir quelles sont leurs limites, comment bien les utiliser. Et notre ligne rouge, c'est notamment ne pas avoir à créer un compte. Avec un nom, un prénom, une adresse mail, etc. Ça, c'est impossible de mettre entre les mains des enfants des outils qui nécessitent de créer des comptes et ensuite Donc voilà, ça c'est une ligne rouge. Une autre, c'est aucune donnée personnelle ne doit être intégrée dans ces outils-là. Une donnée personnelle, ça peut être indirectement personnel, ça peut être un devoir d'un élève. Voilà, on ne va pas le rentrer dans un outil qui ne soit pas souverain et pleinement compatible RGPD. Donc on travaille par ailleurs à faire sortir de terre des solutions souveraines d'intelligence artificielle générative qu'on puisse utiliser plus librement en classe sans ces différentes restrictions. Effectivement, je pense qu'il faut sortir de ce stéréotype parce que les personnes qui ont plus de 60 ans représentent moins de 60% des accompagnements réalisés. Donc il y a plus de 40% des accompagnements qui sont réalisés qui sont avec des personnes qui ont moins de 60 ans. Et en fait, les personnes qui ont plus de 60 ans ont parfois plus de difficultés à prendre en main un smartphone, une tablette, un ordinateur, donc ça c'est assez classique. Par contre, sur des jeunes ou des jeunes actifs, ils sont potentiellement plus à l'aise avec un smartphone, mais dans l'utilisation des suites bureautiques de base, dans la compréhension de ce que c'est qu'un moteur de recherche, dans la compréhension de ce que c'est que des données personnelles, là il y a tout autant besoin d'accompagnement, voire plus, parce qu'en plus il y a une exposition peut-être plus forte au digital sur ces nouvelles générations-là. Donc en fait, en fonction de ce qu'on traite comme sujet, c'est pas du tout les mêmes tranches de population. Et en fait, il faut vraiment sortir et tordre le cou à cette idée d'un stock à former et qui du coup après on réglerait le problème. C'est un flux. Il y a toujours des nouvelles personnes qui vont devoir être accompagnées parce que la société se digitalise de plus en plus. Sur les bases, on trouve énormément de ressources. Aujourd'hui, il y a plus de 1500 ressources publiques qui sont déjà disponibles. C'est très très vaste. On va de la collectivité qui va partager sa stratégie numérique responsable. Donc comment est-ce qu'elle a mis en place une filière reconditionnée sur son territoire, comment est-ce qu'elle est passée de logiciels propriétaires à des logiciels libres. Ça peut être aussi plus simplement des ateliers pour aider certains types de publics à réaliser leurs démarches administratives. Donc ça peut être voilà, comment est-ce que je me connecte à impôt.gouv, ou ça peut être de façon un peu plus détaillée, comment est-ce que je crée ma micro-entreprise. Enfin, il y a énormément aujourd'hui d'ateliers comme ça, de trames d'ateliers qui existent sur les bases pour faire des démarches administratives ou même de manière plus générale pour se saisir du numérique si on est relativement éloigné du numérique. Les collectivités territoriales, on a un produit qui s'appelle la suite territoriale et qui vise à fournir aux petites collectivités qui n'ont pas de moyens financiers un socle d'outils, une suite d'outils sécurisés qui leur permettent de répondre à leurs besoins élémentaires en termes d'outillage informatique. Donc que ce soit du partage de documents de manière sécurisée, du stockage de documents de manière sécurisée, un email de manière sécurisée également, un nom de domaine, et c'est toute une suite de services qui va venir servir pour le coup, les collectivités territoriales et leur donner un socle de sécurité suffisant et élémentaire pour garantir la sécurité des données de nos administrés. On va parler par exemple de rendez-vous service public qui permet à des administrés de prendre des rendez-vous avec des différents services publics. Aujourd'hui, par exemple, quand vous faites une demande, quand vous répondez à une demande d'emploi, ce ne sont pas des gens qui lisent votre candidature, ce sont des systèmes techniques. Et ces systèmes techniques, comment est-ce qu'ils fonctionnent? Ils fonctionnent en comparant les mots de votre CV à d'autres mots, ceux de gens qui sont déjà en place ou ceux de l'annonce, par exemple. Et c'est ces comparaisons, en fait, qui vont déterminer des scores. Donc, selon les mots qu'on utilise pour se décrire ou pour décrire sa fonction, on va être plus ou moins sélectionné ou sélectionnable. Donc, on voit bien, en fait, qu'il y a des systèmes techniques qui font ça. Et derrière, en fait, le but n'est pas de nécessairement sélectionner les bonnes personnes. Le but premier de ces systèmes de traitement, c'est de réduire le coût, en fait, de la sélection des candidats. Les solutions, on peut en évoquer plusieurs. Une qui me tient beaucoup à cœur, c'est qu'on a besoin de faire rentrer les gens dans le calcul.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans tous les grands systèmes à impact, les gens ne sont pas là. Les gens qui sont impactés par ces calculs ne sont pas là. Typiquement, dans Parcoursup, les étudiants et les lycéens ne sont pas invités à comprendre et à regarder ou à réorienter en fait la manière dont les calculs sont faits. Et c'est la même chose dans tous les grands systèmes à impact. Par exemple, à la CAF, à France Travail, on a des systèmes de calcul qui sont développés par des ingénieurs pour des logiques, avec des logiques ingénieriales, et qui exclut en fait non seulement les publics à la fin, mais les publics tout le long du processus. Et ça, je pense que c'est un vrai moteur pour pouvoir justement changer la manière dont sont faits les systèmes techniques. OpenFisca est un logiciel libre et ouvert qui permet de transformer la loi en code. Ça veut dire qu'on va modéliser des systèmes socio-fiscaux. Comme tout le monde est soumis aux règles sociales et fiscales, être capable de les calculer directement pour sa situation personnelle, évidemment, c'est un avantage important. Pour les entreprises, ça veut dire être capable d'estimer à l'avance, par exemple, le coût d'une embauche ou encore le coût des impôts auxquels on est assujetti, mais également des aides dont on peut bénéficier. C'est la même chose pour les citoyennes et les citoyens. On peut également aller plus loin. Une fois qu'on a un modèle socio-fiscal de ce type, on peut faire des simulations. Imaginez qu'est-ce qui se passerait si je changeais un détail dans ma situation. Si, par exemple, j'avais un enfant de plus, bien, qu'est-ce que ça changerait pour moi ? On peut également aller plus loin et permettre aux institutions, sur la base de ce même modèle, de faire des calculs à très grande échelle et d'imaginer l'impact potentiel d'une réforme, non seulement pour les institutions, mais aussi, du coup, pour tout assujetti. Aujourd'hui, un outil qui s'appelle LexImpact, qui est édité par l'Assemblée nationale, auquel on peut accéder publiquement sur leximpact.an.fr, permet à tout un chacun de faire des propositions de réforme, enfin des calculs de réforme sur, par exemple, l'impôt sur le revenu, mais également sur d'autres lois, et de voir l'impact donc sur le budget de l'État, mais également sur des cas types. Cet outil est utilisé par le parlementaire. On a également vu dans le cadre de la campagne présidentielle de 2022 l'usage d'OpenFisca mais d'autres simulateurs également pour mener le débat public, pour avoir des évaluations différentes de l'impact de la réforme des retraites par exemple. Et donc on voit bien qu'à cet endroit-là, la simulation et le pouvoir de prédiction qui est apporté par la loi modélisée en code recentre le débat public sur des enjeux très concrets. Beaucoup de personnes s'informent sur les réseaux sociaux sur la vie affective, relationnelle et sexuelle. On va sur les réseaux sociaux, on est confronté à plein de contenus. Sur les réseaux sociaux, et je vais pas te l'apprendre, il y a plein de contenus qui sont positifs, négatifs. Il y a de la pornographie, il y a des contenus haineux, il y a aussi beaucoup de contenus enrichissants. Et c'est pas forcément évident de faire le tri dans tout ça. Et on pense qu'il y a un vrai enjeu aussi de régulation des réseaux sociaux. Il y a deux idées qu'on pousse dans le rapport, qui est à la fois le fait de mettre en œuvre pleinement les règlements actuels, notamment le règlement sur les services numériques. Mais on pourrait aussi penser à aller plus loin. Penser aussi à financer, à mieux financer les créatrices et les créateurs de contenu qui offrent du coup des contenus enrichissants sur les sociaux, et c'est important en fait qu'ils le fassent, donc les soutenir à travers des financements, et les plateformes pourraient justement participer à cet effort-là. Et on a aussi un enjeu, nous, on pousse deux idées qui ont trait au droit au paramétrage. L'idée, c'est de pouvoir se dire de pouvoir configurer notre expérience en ligne. Quand on est sur un réseau social aujourd'hui, il nous est assez difficile de paramétrer notre expérience, de dire je veux recevoir tel type de contenu et pas tel type de contenu, alors que c'est techniquement possible. Ça, c'est une idée qu'on pousse par exemple dans le rapport. Et on va encore plus loin avec le dégroupage. Les dégroupages qui paraissent assez compliqués comme ça, mais qui en fait assez simple, c'est de permettre à des innovateurs tiers d'apporter leurs fonctionnalités sur les réseaux sociaux. Je donne un exemple très concret. Ce serait sur Twitter ou sur Facebook ou sur Instagram ou sur TikTok, peu importe, de pouvoir, il y a un algorithme de recommandation qui est fourni par la plateforme, auquel on est obligé finalement on est obligé d'utiliser. Et on pourrait très bien imaginer demain que des innovateurs proposent d'autres algorithmes de recommandation qui viendraient se plugger sur le réseau social, qu'on pourrait choisir et qui nous permettrait d'avoir une expérience en ligne qui soit différente. Et tout ça, ça permettrait d'avoir des espaces en ligne beaucoup plus vertueux, et du coup aussi de favoriser les contenus à la fois pour les créatrices et les créateurs de contenu en ligne qui ont parfois du mal à être visibilisés sur les réseaux pour plein de raisons, et aussi du coup pour les internautes et les usagers de pouvoir avoir accès à des contenus qui soient enrichissants et moins pollués par d'autres choses plus problématiques.